Pendant plus d'un demi-millénaire, l'ombre des légions romaines s'est étendue sur le monde connu. Leur suprématie sur les champs de bataille n'était pas seulement le fruit d'une discipline de fer ou d'une maîtrise stratégique supérieure. Elle reposait également sur une précision mécanique, une capacité à infliger la mort à distance avec une régularité que peu de civilisations antiques ont pu égaler. Au cœur de cet arsenal technologique se trouvait une machine singulière. Elle ne possédait pas le rugissement tonitruant des béliers, ni le sifflement sinistre des volées de flèches. Elle frappait avec une brutalité soudaine, silencieuse, presque invisible. Son nom est synonyme de la puissance d'ingénierie romaine. La baliste. Imaginez un instant la scène. Un trait de fer pesant plusieurs kilogrammes, propulsé à des vitesses dépassant les 100 km/h. À cette vélocité, les boucliers en bois éclataient, les armures de bronze ou de fer étaient transpercées comme du parchemin, et le projectile poursuivait souvent sa course mortelle, fauchant les rangs suivants. L'impact était si dévastateur qu'il ne causait pas seulement des pertes physiques massives. Il instaurait la panique, une terreur viscérale face à une mort qui frappait sans avertissement. Et pourtant, malgré son rôle central dans la construction de l'Empire, ce joyau de l'ingénierie militaire antique est aujourd'hui largement relégué aux marges de la mémoire collective. Pour comprendre la baliste, il faut remonter au-delà de Rome. Car si les Romains l'ont perfectionné, standardisé et déployé à une échelle industrielle, ses racines plongent profondément dans le terreau fertile de l'ingéniosité hellénistique. L'histoire de l'artillerie mécanique commence modestement au VIe siècle avant JC avec un dispositif connu sous le nom de gastrafette, littéralement l'arc de ventre. C'était une arbalète primitive, si massive qu'elle ne pouvait être tendue à la seule force des bras. L'utilisateur devait appuyer l'arme contre son ventre et utiliser le poids de son corps pour verrouiller la corde. Ce système permettait de lancer des projectiles avec une puissance nettement supérieure à celle d'un arc composite traditionnel. Mais il restait une arme individuelle, lente à recharger et peu adaptée aux exigences dynamiques du champ de bataille. La véritable révolution technologique survint non pas à Athènes ou à Sparte, mais à Syracuse, la puissante cité-État de Sicile. Vers 400 avant Gibbon C, le tyran Denis Ier, conscient de la menace constante de Carthage, prit une décision radicale et inédite dans le monde antique. Il rassembla les meilleurs artisans et mathématiciens de Méditerranée et les employa comme ingénieurs militaires à temps plein. C'était la naissance de la recherche et développement militaire institutionnalisé. Dans ces ateliers syracusains, libérés des contraintes de la production quotidienne et encouragés à innover, une idée transforma la guerre à jamais, la puissance de la torsion. Plutôt que de compter sur la flexion d'un arc en bois, ces ingénieurs conçurent des machines alimentées par des ressorts de torsion, d'épais faisceaux de tendons animaux ou de cheveux humains tordus. Ces matériaux, lorsqu'ils sont soumis à une torsion extrême, accumulent une quantité phénoménale d'énergie potentielle. Lorsqu'ils sont relâchés, ils libèrent cette énergie de manière explosive. Ainsi naquirent les premières véritables catapultes, terme générique à l'époque, et balistes. Ces nouvelles armes changèrent immédiatement la donne. Lors du légendaire siège de Tyr, en 332 avant J-Oxy, Alexandre le Grand déploya massivement ses engins de torsion. Il ne les utilisa pas seulement pour marteler les murailles, une tâche souvent longue et ardue, mais comme une artillerie de précision pour nettoyer les créneaux des archers et défenseurs ennemis. Ce feu de suppression permettait à ces tours de siège de s'approcher avec une relative impunité. L'artillerie n'était plus un luxe réservé aux sièges prolongés, elle devenait une composante tactique essentielle de l'armée en campagne. Cependant, malgré leur ingéniosité, les royaumes hellénistiques n'intégrèrent jamais complètement ces machines dans leur doctrine militaire fondamentale. Elles restaient des outils spécialisés, souvent déployés de manière défensive comme auxiliaires de luxe. Il fallut le pragmatisme brutal et l'esprit systématique de Rome pour reconnaître leur véritable potentiel. Un moyen d'imposer le contrôle, la précision et la terreur à une échelle industrielle. Lorsque Rome commença son expansion agressive en Méditerranée orientale, entrant en conflit avec des puissances comme la Macédoine, les Séleucides et, une fois de plus, Syracuse,
elle fut confrontée à la réalité de cette technologie hellénistique. Mais contrairement à d'autres peuples qui auraient pu simplement copier les designs existants, les Romains, avec leur obsession quasi pathologique pour l'organisation, la discipline et la reproductibilité, firent nos bien plus. Ils décomposèrent ces machines, en comprirent les principes mathématiques, les standardisèrent, les adaptèrent aux rigueurs du combat en race campagne et les distribuèrent méthodiquement à travers chaque légion de l'Empire. Le point de bascule, le moment où Rome comprit qu'il fallait maîtriser cette technologie pour survivre et dominer, fut le siège de Syracuse en 214 avant J.C. pendant la deuxième guerre punique. Les forces romaines, commandées par le général chevronné Marcus Claudius, Marcellus s'attendait à une victoire rapide. Ce qu'ils rencontrèrent fut un cauchemar technologique. Selon les récits de Polybe, Plutarque et Tite-Live, le génie mathématique Archimède lui-même supervisait la défense de la cité. Il avait conçu une série de machines de guerre qui repoussèrent les assauts romains avec une précision qui semblait surnaturelle aux légionnaires superstitieux. Des balistes géantes lançaient un des traits qui détruisait les navires en approche. Des grues complexes, la fameuse griffe d'Archimède, soulevaient les galères hors de l'eau avant de les laisser retomber pour les briser. Et plus terrifiant encore, des machines de jet plus petites, positionnées derrière des meurtrières spécialement conçues, visaient les soldats individuels avec une exactitude implacable. Marcellus fut contraint de renoncer aux assauts directs et d'opter pour un long blocus. Bien que Syracuse finit par tomber en 212 avant Jaboncé, la leçon fut cuisante pour Rome. L'artillerie ne serait plus jamais un complément occasionnel. Elle devint un élément central et indispensable de la machine de guerre romaine. À l'apogée de la République et sous l'Empire, cette intégration était totale. À l'époque de Jules César, un siècle et demi plus tard, il n'existait pas une seule légion romaine qui ne disposât pas de son propre corps d'ingénieurs artilleurs spécialisés, les balistari, et d'une dotation complète d'environ 60 pièces d'artillerie allant des modèles portatifs, comme le Scorpion, aux énormes pièces de siège. Lors des campagnes décisives en Gaule, notamment au siège d'Alésia et d'Avaricum, César employa ces machines de manière magistrale. Elles n'étaient pas seulement destinées à détruire les fortifications gauloises, elles étaient utilisées pour contrôler le périmètre de ses propres lignes de siège gigantesques, pour briser les tentatives de sortie des assiégés et pour maintenir les défenseurs sous un feu constant et précis. Dans ce contexte, la baliste ne faisait pas que tuer. Elle organisait le chaos du champ de bataille, imposant une structure logique et mortelle à la fureur du combat. C'était une approche profondément intrinsèquement romaine. À première vue, un observateur non averti pourrait confondre une baliste romaine avec une arbalète colossale montée sur un trépied en bois robuste, mais cette comparaison est trompeuse. La baliste était infiniment plus complexe. Une œuvre d'art d'ingénierie où chaque détail était le résultat d'un calcul millimétré. Il ne s'agissait pas d'appliquer une force brute, mais de maîtriser une précision mathématique implacable. Chaque composant de la baliste était dimensionné selon des proportions rigoureusement établies, codifiées par des ingénieurs militaires comme Vitruve, le célèbre architecte et ingénieur du 1er siècle avant J.C. Dans son traité de Architectura, Vitruve détaille les formules mathématiques permettant de calculer la taille optimale de chaque pièce en fonction du calibre désiré. Pour les Romains, une telle arme n'était pas improvisée sur le terrain. Elle était conçue comme une équation létale faite de bois, de métal et de tension contrôlée. Le cœur battant de la baliste résidait dans ces deux modules verticaux, les chapiteaux, qui abritèrent les moteurs de l'arme, les ressorts de torsion. Ces ressorts étaient constitués de matériaux organiques hautement résilients, le plus souvent des tendons d'animaux, généralement de bœuf ou de cerf, ou, selon certaines sources, de cheveux de femmes, particulièrement prisés pour leur résistance et leur élasticité. Ces faisceaux étaient méticuleusement préparés, souvent trempés dans de l'huile et du vinaigre pour conserver leur souplesse et empêcher leur dégradation. Lorsque les deux bras de lancement, insérés au milieu de ces ressorts, étaient tirés vers l'arrière à l'aide d'un treuil à manivelle puissant, windlass, les cordes de tendons se tordèrent davantage, comprimant l'énergie avec une force explosive latente.
La tension accumulée était phénoménale, mettant à rude épreuve la structure même de la machine. Au relâchement de la détente, un mécanisme de verrouillage complexe, cette énergie était libérée instantanément. Les bras de lancement pivotaient violemment vers l'avant, arrêtés brusquement par des butées robustes, transférant toute l'énergie cinétique au projectile via la corde de l'arc. Crucialement, ce n'était pas un tir en cloche comme celui d'une catapulte à pierre, onagre. C'était une trajectoire tendue, une ligne droite foudroyante, silencieuse, sans avertissement et presque invariablement mortelle. Au centre de la machine, entre les deux moteurs de torsion, se trouvait une longue glissière rainurée, le canalis. C'est là que reposait le projectile, généralement un lourd trait de fer ou une flèche renforcée pouvant mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Ce guide garantissait une trajectoire parfaitement rectiligne et stable au moment du tir. Les modèles les plus avancés incluaient même des canaliers renforcés de plaques de bronze ou de fer pour minimiser la friction, augmenter la durabilité et prévenir la moindre déviation. Tout était conçu pour maximiser l'efficacité et la précision. Le diamètre des orifices dans lesquels passèrent les ressorts, la longueur des bras, l'épaisseur du châssis, l'angle de tir, chaque mesure suivait des formules proportionnelles strictes. Mettre en œuvre une baliste n'était pas une mince affaire. Cela nécessitait une équipe coordonnée et hautement entraînée d'au moins 4 hommes. L'un était chargé de placer le projectile dans le canali, un autre actionnait le treuil avec effort. Un troisième, souvent le chef de pièce, vérifiait minutieusement la tension équilibrée des deux ressorts et le quatrième était responsable de la visée et du signal de tir. Tirer une baliste n'était pas simplement appuyer sur une gâchette, c'était une opération méticuleuse, un balai de gestes précis et répétés. De plus, les balistari devaient être de véritables techniciens conscients des caprices de leur machine. Les conditions climatiques affectaient directement les performances. L'humidité pouvait détendre les tendons organiques, réduisant la puissance de tir. A l'inverse, une chaleur extrême et sèche pouvait les faire rétrécir excessivement, augmentant la tension au point de risquer de briser les bras de lancement ou le châssis. Il était donc courant que ces spécialistes passent des heures chaque jour à ajuster la tension des ressorts, accordant leur machine comme un musicien accorde un instrument précieux et dangereux. Une seule erreur de calcul pouvait entraîner un tir raté, ou pire, la destruction catastrophique de la baliste elle-même. C'est là que le génie logistique romain prenait tout son sens. Grâce à la conception standardisée et aux formules de Vitruve, les pièces d'une baliste pouvaient être fabriquées en masse dans des ateliers centralisés, puis démontées, transportées facilement dans des chariots et assemblées en quelques heures n'importe où, dans l'empire du brouillard de la Bretagne au désert de Syrie. Les légions en campagne transportaient non seulement des soldats et des provisions, mais aussi des caisses contenant des vis en bronze, des ressorts de tendons de rechange, des pièces de bois numérotées et des manuels techniques de montage. C'était une capacité de projection de puissance logistique sans précédent dans l'histoire. Sur le plan tactique, cette mobilité était cruciale. Chaque camp fortifié romain, castrum, même temporaire, incluait des plateformes surélevées aux angles et près des portes pour y monter rapidement des balistes. De là, elles pouvaient couvrir toute l'étendue du périmètre, dissuadant les attaques nocturnes surprises ou brisant les charges de cavalerie avant qu'elles ne puissent atteindre les remparts. Même dans le chaos d'une bataille ouverte, des batteries de balistes bien positionnées pouvaient désarticuler les formations ennemies, ciblant spécifiquement les unités denses avant même qu'elles n'arrivent au contact physique. La baliste n'était pas une simple curiosité mécanique, elle était une extension physique du cerveau militaire romain, discipline, calcul et puissance silencieuse. Ce qui distinguait la baliste des autres armes de siège de l'Antiquité, comme l'onagre ou le bélier, c'était son absence d'avertissement. Elle ne lançait pas de lourdes pierres décrivant une parabole visible dans le ciel, permettant aux défenseurs de suivre leur trajectoire. Elle ne générait pas de fracas assourdissant avant l'impact. Son tir était sec, direct, brutal, l'effet sur le champ de bataille était terrifiant. Un seul trait de fer pouvait traverser un soldat portant une armure complète, tuer le cheval derrière lui et encore blesser un autre homme dans le 3e rang. Il n'y avait pas d'arc visible dans l'air, pas de temps pour réagir, seulement la mort immédiate et violente.
Lors des sièges les plus impitoyables de l'Empire, comme celui de Jérusalem, en 70 après Jarf-Massé, l'historien Flavius Joseph, témoin oculaire, relate que les défenseurs zélotes craignaient davantage les machines romaines que les légionnaires eux-mêmes. Il décrit des scènes d'horreur, des corps projetés des murailles, des membres arrachés net par l'impact et les cris des blessés, se mêlant aux claquements secs et répétitifs des projectiles frappant la pierre ou la chair. La baliste ne détruisait pas seulement les structures physiques, elle brisait le moral et démoralisait la volonté de résister. En contexte de bataille ouverte, les commandants romains utilisaient la baliste avec la mentalité d'un tireur d'élite moderne. Ils ciblaient spécifiquement les officiers ennemis, les porte-étendards dont la chute provoquait souvent la confusion, ou la cavalerie d'élite. Un seul tir précis pouvait changer le cours d'un engagement. Imaginez l'effet psychologique. Un chef tribal charismatique à l'avant de son armée, haranguant ses guerriers, galvanisant leur courage. Et soudain, sans avertissement, un trait le traverse de part en part et son corps tombe sans vie. L'impact sur ses troupes était dévastateur. L'ennemi pouvait perdre toute cohésion et sa volonté de combattre avant même que le premier glaive ne soit tiré. Les Romains comprenaient parfaitement ce pouvoir invisible. Ils savaient que dans la guerre antique, plus que la force brute, la perception de la puissance était vitale. La baliste était l'arme parfaite pour délivrer ce message impérieux. Nous pouvons vous tuer de loin avec précision, sans même que vous nous voyiez venir. Même sur mer, l'ingéniosité romaine trouva des moyens de l'exploiter. Des versions plus compactes, comme le Scorpion, étaient montées sur les proues et les ponts des navires de guerre. Lors de la bataille navale décisive d'Actium, en 31 avant J-Bouaké, les navires d'Octave, le futur Auguste, commandés par Agrippa, utilisèrent massivement cette artillerie pour déchiqueter les voiles, briser les mâts et nettoyer les ponts des navires plus lourds de Marc-Antoine et Cléopâtre avant l'abordage. C'était la combinaison parfaite de la manœuvre navale et de la précision létale, mais tout empire à son déclin. Avec l'effondrement progressif de l'Empire romain d'Occident, au XXe siècle, la structure socio-économique et administrative complexe qui rendait possible la production et la maintenance de ces machines sophistiquées se désintégra. Les écoles d'ingénierie fermèrent, les corps spécialisés de balistarie se dispersèrent et les traités techniques, comme ceux de Vitruve, furent oubliés ou perdus. Pendant des siècles, l'Europe médiévale ne conserva que des échos affaiblis de cette technologie. L'artillerie de siège redevint plus rudimentaire. Seul l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, maintint une partie de ce savoir-faire, développant des variantes comme la chérobalistra, baliste à main, mais jamais avec l'échelle, la standardisation ou l'impact stratégique de son ancêtre impérial. Cependant, l'héritage de la baliste survécut sous d'autres formes. Les arbalètes médiévales qui dominèrent les champs de bataille de la fin du Moyen-Âge héritèrent directement de ces principes de lancement et de précision. Les grands engins de siège à contrepoids comme les trébuchets, bien que basés sur la gravité plutôt que la torsion, adoptèrent sa logique de calcul mathématique et d'ingénierie précise. Et des siècles plus tard, lors de la Renaissance, des esprits brillants comme Léonard de Vinci redécouvrirent les traités de Vitruve. Ils étudièrent ces anciens plans avec fascination, émerveillés par une machine qui, plus d'un millénaire auparavant, avait réussi à convertir la guerre en une forme de géométrie pure et mortelle. Car la baliste ne fut pas seulement un outil belliqueux parmi d'autres, elle fut une déclaration de principe, une manifestation physique de l'idéologie romaine. En elle, Rome exprima son obsession pour le contrôle, la discipline et l'imposition de l'ordre sur le chaos naturel du monde, et chaque fois qu'une de ces machines tirait un projectile droit, silencieux et mortel, c'était comme si l'Empire lui-même affirmait sa philosophie fondamentale. Le monde n'appartient pas au plus fort, mais au plus précis.